avec l'aide de deux grands paysagistes, Arnaud Maurière et Éric Ossard, qui ont fait les jardins du paradis à Corps. Alors dominant le jardin, on trouve ce coq, qui est une sculpture d'un sculpteur tarnais d'Albi, qui s'appelle Jean-Luc Favero, et qui est un merveilleux sculpteur et un grand dessinateur d'arbres, et qui fait ça avec des bidons qu'il soude et qu'il travaille, et qui donne cette œuvre que nous aimons beaucoup, qui est un peu le symbole aussi du coq de Gaillac, et qui domine donc notre jardin. Alors les autres sculptures de terre cuite qu'on retrouve dans le jardin ont été réalisées par l'atelier Ficat, qui est un artisan travaillant la terre cuite, qui les cuit lui-même et qui reprend des motifs du XVIIIe siècle et qui est un merveilleux artisan de notre région. Le Tarn fut de tout temps une terre d'asile pour les artistes de Braillère à Villon, pour ne citer qu'eux. Actuellement, notre région peut se flatter de compter parmi les siens nombre d'inventifs du cru. J'ai choisi des objets que j'aime, des objets anciens, de ma famille, dont j'ai le souvenir. Et voilà, et donc ça me fait plaisir de les traduire en nature morte. Et je fais surtout des natures mortes en hiver, parce que sinon, au printemps, j'aime faire les bouquets. Et puis à d'autres saisons, si c'est l'été, je vais dehors aussi. En automne, je peins les vignes. Tu es du Tarn? Tu es né ici? Et oui, je suis née ici, à Castanet, à Braine même. Tu es attaché au Tarn? Oh ben oui, je suis heureuse d'être ici. Ouais, j'ai toujours aimé le dessin et la peinture. Et même quand j'étais dans les Pyrénées, je peignais les paysages de là-bas. Et donc j'ai toujours peint, voilà, à l'aquarelle. Ou à l'huile aussi, ouais. Là, je vais faire le compotier, je vois qu'il est vert. Alors, Mais tu es prédestiné à rester dans le Tarn quand même. Je pense, oui. Mais je crois que je n'aurais pas pu vivre à Paris, ou surtout pas. Mais aussi des innovants comme Stanko Kristik, venu d'ailleurs, accueillis avec toute la chaleur qui caractérise les habitants de cette terre. Il nous gratifie à présent de son immense talent de sculpteur, assembleur, peintre. Je suis venu il y a 25 ans, 94, je suis venu à Cordes. Donc il avait la fête, tout le monde il est souriant, tout le monde gentil. Et ça m'a plu beaucoup parce que les gens qui sont, j'ai très bon accueil. Et pour dire aussi, grâce à Paul Quiles et Jean Garbet-Jonin qui m'a loué un espace au jardin des musées de Cordes. Et suite, bon, je continuais, c'est là que j'ai eu beaucoup plus de succès qu'à Paris. Cette pièce va monter à 7 mètres de terre, le projet de la fontaine. Donc pourquoi je fais un mosaïque? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau de mosaïque, couleur extérieure que des mosaïques. Et c'est pour la raison que c'est très long à faire, c'est difficile à faire, mais le plaisir est le plus fort que la difficulté. Donc je fais. Il n'y a pas longtemps que je suis naturalisé français. Bon, il fallait plutôt, bon, mais comme je travaille commandant tout le temps, alors je dis aujourd'hui à demain. Et puis bon, un jour, je dis il faut quand même finir ça. Et oui, je suis naturalisé français, oui. C'est le plus beau village de France. C'est pour ça que je reste là, voilà. Finalement, tu viens de tomber, quoi. C'est le plus beau village de France, c'est-à-dire que tu tombes plus mal. Ben voilà. J'ai bien choisi. Hein. Mais je savais déjà avant qu'il est le plus beau village. Voilà, c'est pour ça que je restais là. Grâce à ma chérie Marivonne Lepinois, qui est dite Marlène, qui m'a soutenu beaucoup aussi. Mais c'est une artiste aussi, oui. C'est une artiste, bien sûr, elle travaille pierre, marbre. Moi, je suis éclectique. J'ai écrit,
J'ai dessiné, j'ai peint, j'ai sculpté, Maintenant, je fais de la mosaïque et je soude. Le dernier, le dernier hobby. Et à la nature qu'est tout en sueur, dans les hectares il y a du bonheur, c'est le printemps. Et il y a des lilas qu'on même plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et il y a du blé qui se fait du mouron. Alors nous sommes sur la commune de l'Hiver-Cazel. L'Hiver-Cazel qui se situe dans le Gaillacois, dans le vignoble gaillacois, sur un terroir argilo-calcaire. Donc je possède des vignes, la famille en possède depuis 2 ou 3 générations. Cette parcelle a environ 35 ans, donc vous voyez encore pour 10 ou 15 ans de plus. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui les vignes vieillissent beaucoup plus vite qu'à l'époque, puisque nous sommes sur une sélection clonale et non plus massale. Et donc aujourd'hui, on n'a que des clones, ce sont des vignes, ce sont que des clones. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la mortalité des vignes, due à des champignons comme l'esca, le typiose, qui nous tuent les vignes, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette vigne, qui a 35 ans, fait partie des vieilles vignes. Puisqu'en général, maintenant, tous les 25 ans, il faut pratiquement changer la vigne, quoi, et replanter. Autrefois, c'était pas ça. Autrefois, c'était pas ça. Autrefois, les vignes duraient entre 100 et 150 ans. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça risque, c'est un problème qu'il faudra résoudre sûrement pour que demain, le vignoble gaillacois puisse exister encore. La vigne était partout, en fait. Sur la commune de l'Hiver-Cazel, il y a 100 ans en arrière, mais même pas 100 ans, on pouvait avoir, je crois que c'était autour de 35 déclarants, quoi. Il y avait de la vigne partout. Aujourd'hui, on n'est plus que 2. Plus que 2 avec une quinzaine d'hectares, c'est tout. Voilà, donc la vigne est quand même aussi, c'est mon métier, c'est ma passion. Et l'olivier est arrivé. Et dans la vie, c'est bien aussi de changer un petit peu et de voir autre chose. C'est une autre évolution. Voilà. Alors moi, je me suis diversifié à la culture de l'olivier parce que c'est d'abord une passion. C'est surtout une passion. Et peut-être un jour un complément économique par rapport à la vigne. Et donc j'ai voulu essayer de planter des oliviers. Donc j'ai commencé par planter des petits sillons. Ce sont des variétés qui proviennent essentiellement du Vaucluse, comme des aglandos, des bouteillants, des choses comme ça. Puisque ici on n'a pratiquement pas de référence par rapport à la culture d'olivier, puisque très peu en font. Donc c'est plutôt une découverte, c'est plutôt une aventure. Et aujourd'hui, cette aventure a commencé par d'abord trouver les bonnes variétés qui pourront peut-être un jour être adaptées à notre climat. Donc ici nous sommes sur la principale oliveraie, donc la plus vieille. Donc elle a maintenant 9 à 10 ans. Donc 10 variétés environ sur cette parcelle. Là on peut voir donc des aglandos, toujours pareil, des bouteillants, des olivières. Les variétés ont besoin de se polliniser entre elles, il faut savoir. C'est pour ça que j'ai dû mettre beaucoup de variétés. Donc il faut rester sur des cosses. Donc c'est le premier ennemi. Le deuxième ennemi aussi, c'est le froid. Bon, ben ça, avec le réchauffement climatique, on a quand même des hivers de moins en moins froids. Malgré tout, on peut quand même avoir des problèmes. C'est pour ça que ça restera une culture à risque, quoi qu'il en soit. Surtout sur des jeunes sujets qui ont 1 an ou 2 ans, il faut savoir qu'à partir de moins 8, moins 10, ils commencent à souffrir, quoi. Donc ça restera toujours une culture compliquée. Donc les oliviers aujourd'hui ont bien poussé, on le voit. Ils portent des olives. Et en plus, voilà, j'ai trouvé un moulin, j'ai acheté un moulin. Et l'inconnu aussi, c'était est-ce que les olives arriveront à faire une huile de qualité? Donc ça, c'était l'interrogation. Est-ce qu'elles arriveront à mûrir? Et aujourd'hui, on peut dire que oui, puisque j'ai sorti mes premières cuvées, ça fait 2 ans maintenant. Et je pense que l'huile est de bonne qualité. Bon, ça, c'est pas moi qui peux vous en parler le mieux. Mais l'huile, pour moi, quand même, est de bonne qualité. Donc l'objectif est atteint.
On ne peut pas faire que de l'huile, donc j'ai développé d'autres produits derrière, comme par exemple le croquant de corde. C'est un clin d'œil à corde, puisque corde c'est la patrie du croquant, mais du croquant aux amandes. Et moi, c'est plutôt un croquant aux olives. Voilà. Bon, mais nous, l'élevage, c'est notre passion, c'est notre raison d'être. Et notamment pour moi, toute ma vie, ça a été l'élevage de la vache salaire, qui est derrière nous, comme on voit, et qui me paraît être une vache tout à fait adaptée aux conditions de milieu qu'on a, qui sont assez difficiles, et aussi qui est une vache qui fait bien son veau, qui est une bonne mère, qui est facile à élever pour un agriculteur. Moi, j'ai une relation avec ma vache qui est une relation comme une relation familiale quelque part, parce que on peut pas élever un animal pendant des années comme ça en étant indifférent à ce qu'il est, à sa façon d'être, à sa beauté, à son esthétique. Quand on regarde les vaches qu'on a, on est quand même frappé par ces belles cornes, ces lyres, cette espèce de couleur très particulière qui se marie parfaitement avec le vert de l'herbe, et aussi cette espèce de caractère indépendant qu'ont les vaches salaires, qui sont des vaches fières, quoi. C'est une race qui est assez aimée par les consommateurs. Et puis le consommateur aujourd'hui recherche un produit sain et naturel. Comme vous voyez autour de nous, les vaches elles sont à l'herbe une grande partie de l'année. Et puis après, elles mangent du foin, elles mangent que des produits que nous faisons sur la ferme. Il faut avoir une grande propriété pour faire un élevage pareil ou... Aujourd'hui, je pense que le seuil de rentabilité doit se trouver entre 70 et 80 vaches quand même. Si on est loin des 20 vaches d'antan qu'avaient nos grands-pères, ou 15 vaches qu'avaient nos grands-pères, avec lesquelles ils vivaient. Certes simplement, mais avec lesquelles ils vivaient. Aujourd'hui, nous, peut-être, on veut vivre mieux. On veut vivre avec des loisirs, on veut vivre avec peut-être des voitures. Mon grand-père, il avait un Solex. Mais l'agriculture, c'est pas quelque chose de très... Aujourd'hui, l'agriculture, l'élevage en tout cas, n'est pas quelque chose de très très rentable. Mais ça n'empêche pas qu'on a notre compte au niveau de notre plaisir, quoi. Si je devais recommencer, je referais la même chose. Parfois, les sons ont des odeurs. Une cloche lointaine nous ramène sans trop de difficulté aux gestes ancestraux des hommes rugueux et à leurs croyances. Comme souvent la vie et son goût inné pour taquiner la souvenance des hommes, on sonde alors la mémoire rurale, celle qui fait de sa terre son pays. La croix de chemin est un symbole religieux catholique très répandu du XVIe siècle à nos jours. De forme, de taille et de matière variées, elles agrémentent aussi bien les bourgs et les hameaux que les routes de campagne et symbolisent l'acte de foi de la communauté. On les rencontre souvent au carrefour. Elles guident le voyageur et le protègent de l'inconnu et des mauvaises rencontres. Donc cette croix viendrait d'une chapelle existante au Fargue, une petite église qui était là avant la Révolution. Au moment de la Révolution, bien évidemment, on a essayé de protéger, du moins les habitants des Fargues, leur patrimoine. Et cette croix a été cachée pendant longtemps, elle a circulé de maison en maison. Au moment de la guerre aussi, elle a été cachée et même enterrée. Et c'est vrai qu'elle a vraiment suscité la passion des gens du hameau. Bon, probablement qu'à un moment donné, la foi se mélangeait un petit peu à la superstition. Ce sont des choses totalement différentes, mais dans l'esprit des gens, il va de soi que c'était une croyance. Dans tous les cas, c'était une croyance. Voilà. Ici, une singularité des formes, toujours arrondies, solaires, taillées souvent dans la robuste pierre à la froide beauté, solennelle comme le ciel du monde. Comme une harmonie entre ciel et terre, elle renvoie aux origines. Dans son horizontalité, la croix représente le chemin parcouru, le lien des hommes entre eux qui, dans un élan vertical, s'unissent dans le respect et le courage.
Ce petit clocher fier, tel une épée d'ardoise grise, sabre l'azur. Oui, le Colombier, c'est un des deux théâtres de la communauté de communes du Corday des Causses. Et donc ce lieu est un lieu de résidence. Il y a 12 chambres de 2 lits, donc on peut accueillir 24 personnes. On a une cuisine qui est relativement faite pour faire un peu de cuisine ou réchauffer la cuisine pour une vingtaine de personnes. Et donc on accueille en gros une vingtaine de compagnies par an ici. C'est-à-dire des résidences qui durent entre 5 jours ou 15 jours maximum. Ce théâtre ne fonctionne qu'avec des bénévoles, sans aucun professionnel. C'est en effet une équipe